Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information est un élément précieux pour tous. Elle permet de savoir ce qui se passe chez nous et ailleurs, de comprendre les choses, d'alerter la population en cas de danger, de se faire sa propre opinion sur un sujet et de prendre des décisions ou de mener des actions. Aujourd'hui, avec la technologie avancée, plus question d'attendre les rendez-vous des médias traditionnels pour nous informer. En quelques minutes, une information a déjà fait le tour du monde. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est sur ces réseaux sociaux que l'on retrouve de fausses informations ou fake news relayées parfois par certains professionnels des médias qui à la fin se retrouvent devant les juridictions pénales. Pourtant, la déontologie du métier exige un savoir-faire du journaliste qui a une responsabilité sociale vis-à-vis du public dans la diffusion des informations. Qu'entend-on par information selon la loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC)? Pourquoi les gens croient facilement aux fausses informations? Comment reconnaît-on une fake news et que faire pour lutter contre le phénomène? Ce sont là quelques-unes des questions qui trouveront leurs réponses dans cette émission. Bienvenue à tous. Radio Lomé, la station du plaisir. Nous l'avons déjà dit, la vitesse de circulation de l'information à l'ère du numérique s'est accrue. Les réseaux sociaux favorisent également un accès plus large aux nouvelles. Il vous souvient qu'en avril 2023, des informations selon lesquelles la douane aurait laissé passer des poissons avariés sur le marché togolais ont été partagées sur les réseaux sociaux. Des allégations démenties quelques jours plus tard par le port autonome de Lomé qui a assuré qu'une plainte avait été déposée contre X en attendant l'identification des auteurs pour des poursuites judiciaires. La fausse information a-t-elle eu un impact sur les ventes de poissons frais? Constat recueilli par Florent Abi et Raoul Tetounyake. Vraiment, ça a impacté le marché. Ça fait que à un moment, ça a ralenti. Les gens ont refusé d'acheter, surtout les maquereaux. Mais bon, maintenant, c'est bon. Toutes de fausses nouvelles, mais nous ne les vérifions pas. Nous les prenons à cœur, nous les prenons pour des vérités. Et après, si on agit, les conséquences sont inimaginables. Donc, les gens ont découvert la vérité que c'était une fausse information. Comme le poisson qu'on a dit que c'est pourri là, on appelle ça chii. On trouve ça, les gens disent que c'est ça qu'on a dit que c'est pourri. Ils refusent. Mais maintenant, il n'y a plus que ça. S'il y a eu le refus chez certains d'acheter du poisson au moment des faits, c'est que les gens ont cru à ces fausses informations. Pourquoi cela? Professeur Nyako Ali Pitalomane, enseignant titulaire d'anthropologie et de sociologie dans les universités du Togo. Ceux qui reçoivent les fake news ne sont pas différents de ceux qui reçoivent les informations vraies. Ça veut dire que pour croire ou pour ne pas croire, il faut faire une sélection, il faut faire un travail de tri, il faut faire un travail d'analyse, des comparaisons. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir demander au public qui est récepteur de faire un travail préliminaire. Est-ce que les consommateurs des informations font ce travail? Est-ce que les publics qui reçoivent les informations ont la compétence de soumettre ces informations à un travail de vérification, à un travail de validation? Parfois, on a affaire à des informations ambiguës. Dans l'ambiguïté des informations, on accepte ce que l'esprit est prédisposé à accepter. Bon. De deux, il faut voir, est-ce que les gens ont la compétence? Est-ce que les gens sont formés? Le public, c'est un public. Il ne faut pas confondre ceux qui consomment les informations des professionnels, des spécialistes qui produisent des informations à partir de savoir-faire. Le savoir-faire des professionnels, des journalistes et autres est une posture qui fait partie du métier. Et je ne pense pas qu'on va attendre du public le même savoir-faire. Ce n'est pas possible. Est-ce que les gens ont des bases techniques, des bases théoriques pour distinguer une information biaisée d'une information vérifiée? Bon, vous voyez?
L'information, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'action d'informer quelqu'un, un groupe, de tenir au courant des événements. Mais dans le domaine de la presse, elle a une définition spécifique telle que définie dans la loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Badjibassa Babaka, rapporteur à la HAC, président du comité multimédia et délivrance de la carte de presse. L'information, elle appartient à tous les domaines de la vie. Un chauffeur a besoin d'une information, un paysan a besoin d'une information, un ingénieur a besoin d'une information. Cela veut dire tout simplement que c'est un élément de connaissance qu'on veut transmettre à quelqu'un qui en a besoin pour l'utiliser. La particularité ici dans la loi organique, c'est qu'on vous a dit une information qui a subi un traitement journalistique. Ça veut dire que si nous restons dans le cadre de la presse, ce que nous entendons comme information qui mérite d'être portée à la connaissance de nos lecteurs ou auditeurs est un élément de connaissance qui a passé par le filtre du traitement selon les règles de la profession. Ça veut dire que nous faisons tous les recoupements nécessaires pour nous assurer que cette information, elle est vraie, elle est juste. C'est à l'issue de ce traitement-là que nous rendons l'information publique, c'est-à-dire nous la mettons à disposition de nos auditeurs ou de nos lecteurs. Et donc le traitement que nous la livrons à une cible précise en connaissant l'intérêt de la cible pour cette information. Cela nous permet de nous dire que nous rendons, je ne veux pas dire service, mais que nous donnons une information utile. On donne une information dans le cadre de la presse que si elle a un objectif précis, si elle sert à quelque chose. Pour le sociologue Nyako Ali Bitalomani, plusieurs autres éléments peuvent également amener le public à accepter facilement les fake news. Du point de vue peut-être sociologique, on peut retrouver par exemple le biais cognitif, l'influence de la connaissance des idées. Est-ce que les idées du public ne sont-elles pas des portes d'entrée des informations fausses? Si une information qui m'arrive est en relation avec mes idées, avec mes connaissances, avec mes savoirs, est-ce que je ne suis pas déjà prédisposé à accepter cette information sans que je prenne la peine de la soumettre à un travail de tri? Et puis il y a aussi le biais culturel. Les publics, les individus, disons les récepteurs, ont des idées qui leur ont été inculquées, des croyances, des valeurs, des normes, des perceptions. Ils ont appris déjà à croire à des choses avant même l'information. Par exemple, un public religieux qui a des croyances sur des phénomènes. Maintenant, une information fausse qui arrive et qui est en rapport avec ces croyances, automatiquement cette information va être acceptée. C'est ça ce qu'on appelle les dispositions de l'esprit. Bon, après, il y a le biais social, c'est-à-dire la relation qui existe entre la fausse information et notre situation sociale. Les femmes qui sont engagées dans des mouvements collectifs, dans des mouvements de lutte, dans des revendications. Et voilà une fausse information qui vient et qui défend la position des femmes. Et une information qui arrive, même si elle est fausse, elle va être acceptée automatiquement. Ou soit une fausse information qui arrive et qui permet à un public de se défendre contre un oppresseur. Automatiquement, cette information, elle est la bienvenue, elle est comme une opportunité, donc elle va être acceptée. Voyez. Et maintenant, il y a le biais politique. C'est la coïncidence, la rencontre entre une information fausse et notre position politique, notre appartenance politique, les intérêts de notre parti politique. Dans ce cas, on ne prendra pas de la peine à analyser l'information avant de l'accepter parce qu'elle répond à ce que nous attendons. Et il faut reconnaître qu'on ne croit pas seul, on croit avec les autres. Parce que nous avons quelque chose de commun. Nous avons des intérêts, nous avons des positions, nous avons des prédispositions avec d'autres. Et nous acceptons tout comme les autres acceptent. Ce sont là ces différents éléments. Il y en a d'autres pour comprendre pourquoi les gens croient à ce qui est faux. Mais une des questions, savent-ils que ce à quoi ils croient là est faux?
Face aux fausses nouvelles qui vont très vite et très loin, les professionnels des médias doivent aider le public, d'où la nécessité de faire la différence entre les organes d'information et les réseaux sociaux. Le président du comité multimédia et délivrance de la carte de presse à la HAC, Badi Bassa Babaka, nous situe. Les réseaux sociaux sont des supports par lesquels on passe une information. Nos journaux, nos radios sont aussi des supports par lesquels nous passons une information. La différence entre les deux, c'est que les réseaux sociaux sont des canaux qui transmettent instantanément une information qui a été collectée ou transmise par une source dont pas nécessairement on connaît l'origine. Alors que sur une radio, sur une télévision, dans un journal, avant de transmettre une information, on doit bien connaître la source. Donc ce que nous demandons, c'est que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, il ne faut pas les prendre comme des informations au sens journalistique. Moi, j'appelle ça des rumeurs. Ça veut dire que lorsque vous avez une rumeur, il faut l'analyser, il faut la traiter et s'assurer qu'elle a des sources fiables et qu'elle a aussi subi un traitement selon nos règles avant de la diffuser. On doit pouvoir reconnaître le journaliste qui passe une information sur des réseaux sociaux à la personne qui n'est pas journaliste. Parce que le journaliste, lorsqu'il a suffisamment travaillé son information, il peut la faire passer sur sa page Facebook, etc. Mais il sait qu'elle a subi le traitement qu'il faut. Alors que le commun du mortel, lui, il a vu quelque chose, il a entendu, il le balance, ou bien quelqu'un lui a envoyé quelque chose, il le retransmet, sans souci de dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est pour cela que nous disons, on pense que l'utilisation des réseaux sociaux est interdite aux journalistes. Non, c'est le traitement qui est fait par le commun du mortel sur les réseaux sociaux qui est interdit aux journalistes. Le journaliste peut considérer tout ce qu'il retrouve sur les réseaux sociaux comme des sources d'information et il ne lui appartient pas, lui, en tant que journaliste, de les reprendre comme tel. Il peut très bien retravailler son information selon nos règles et puis la diffuser sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ça, c'est professionnel et je ne pense pas qu'on lui en voudrait en ce moment. C'est quand il ne le fait pas que naturellement il tombe sous le coup des textes. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, tout ce qui est violation sur les réseaux sociaux ne relève pas de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et donc relève des tribunaux ordinaires et donc en ce moment la haute autorité n'est pas engagée. Mais sur les réseaux sociaux, si un journaliste traite l'information selon les règles qu'il applique quotidiennement dans son organe, que ce soit à la radio, à la télévision, dans un journal écrit, il n'aura pas de problème parce que là, il aura passé une information qui est vraie, traitée, recoupée. Il faut donc un travail de fond et de forme au sein des organes classiques d'information. Mais certains journalistes, malheureusement, relaient intégralement les fausses informations à travers les réseaux sociaux. Des cas ont été signalés à l'Observatoire togolais des médias OTM. Fabrice Pechesi, président. L'actualité médiatique, d'ailleurs, au niveau du Togo ces dernières années, surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau code de la presse et de la communication, toutes les dérives qu'on a constatées venaient beaucoup plus de ce type de support de communication que nous offre le numérique. Et donc effectivement, nous avons eu quand même à notre connaissance beaucoup de situations quand même où des informations ont été relayées qui n'étaient pas avérées, qui n'avaient pas fait l'objet de recoupement, ce qu'on appelle communément dans le jargon des fake news. Et on en a eu beaucoup. La dernière en date au niveau de la HAC, nous avons été invités même d'ailleurs pour écouter certains confrères qui ont relayé une prétendue interview d'un djihadiste qui menaçait le Togo. Alors quand on a cherché à comprendre, on a compris qu'il n'y a pas eu un travail de recoupement qui a été fait. Et je crois que c'est un sérieux problème aujourd'hui pour la profession parce qu'en réalité, même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, beaucoup s'improvisent journalistes, il est important que les journalistes marquent une différence avec les autres sur ces réseaux-là en procédant à ce qui est utile
dans le traitement de l'information, notamment le recoupement, pour éviter effectivement de tomber dans le piège de ce que nous appelons les fake news. Des journalistes se laissent tromper et au niveau du parquet de Lomé, des procédures judiciaires sont enclenchées contre les auteurs des fake news au Togo. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, Nassampere Ndieb Hervé, confirme. Chaque année, le parquet de Lomé enregistre plusieurs cas de poursuites liés à la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles. Nous n'avons pas une statistique exacte, mais nous pouvons affirmer que la plupart des dossiers ont trait à la diffamation et à la diffusion de fausses informations nouvelles, et dans une moindre mesure, le non-respect de la déontologie en matière de presse, l'apologie de crimes et délits, ainsi qu'aux outrages envers les représentants de l'autorité publique. À ce jour, plusieurs journalistes et organes de presse ont été poursuivis pour des infractions liées à la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles ou d'informations. Certains ont déjà abouti à des condamnations allant des amendes à la suspension temporaire pour les journaux, voire à des peines d'emprisonnement ferme. Les dernières en date remontent au mois de mars et avril 2023. Et d'autres affaires sont toujours en cours devant le tribunal de Lomé. Face à la loi, le président de l'OTM, Fabrice Pechesi, invite à beaucoup plus de professionnalisme pour éviter d'être des acteurs de fausses informations. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la loi, c'est clair, parce que notre code s'est adapté à l'évolution du monde et prend en compte les questions du numérique. Sauf qu'il est un peu difficile, que ce soit au niveau de l'autorégulation, l'OTM ou au niveau de la HAC, de réguler les médias sociaux et de faire le gendarme pour savoir si les informations publiées ça et là sont vraies ou fausses face à cette difficulté. Vous savez que la toile, on peut être à l'autre bout du monde et publier, et donc ça va être difficile de le faire. Mais ce qu'on rappelle aux professionnels des médias, c'est de comprendre qu'en réalité, on n'est pas comme les autres et qu'il faut respecter l'éthique et la déontologie, respecter le code, bref, tous les arsenaux juridiques qui régissent notre profession. Il faut attirer l'attention des uns et des autres là-dessus, et pour éviter que ces fausses informations-là qui circulent viennent sur les médias classiques qui ont beaucoup plus une renommée. Parce que, je vous explique, lorsque tout le monde va sur les réseaux sociaux, Internet et tout cela, parfois les gens ont des informations, mais ils doutent un peu. Et quand ils doutent, ils attendent voir quelle est la position des médias crédibles là-dessus. Alors imaginez-vous, on voit une information circuler sur les réseaux sociaux et Radio Lomé la reprend. Alors, vous comprenez tout simplement que l'auditeur se dit que c'est vrai. Quand un média classique reconnu, qui a un journaliste qui a sa carte professionnelle, qui a une notoriété d'être professionnel, reprend, tout de suite ça donne une autre force à cette information, et ce qui fait que ça devient encore plus dangereux. Donc au niveau de l'OTM, on attire l'attention des professionnels des médias, d'abord à respecter, à revisiter nos tests et à faire très attention et à diversifier les sources d'information. Je crois que c'est ça qui nous permet d'avoir une information plus ou moins crédible, parce que si vous voyez, vous copiez, juste vous venez vous diffuser, je crois que vous induisez les gens en erreur. Donc au-delà de ça, il y a des sanctions quand même également qui sont prévues par nos tests. Lorsque ça va un peu trop loin ou s'il y a une récidive derrière cela, je crois que parfois on est amené à appliquer les tests. Et vous avez vu au niveau de la HAC, il y a eu quand même pas mal de journaux qui ont reçu des sanctions par rapport au relais de ces fake news que nous avons aujourd'hui. Avec des poursuites devant les tribunaux, peut-on parler de restriction de la liberté de la presse au Togo? Nassampere Ndieb Hervé, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé. Vous n'êtes pas sans savoir que la liberté de presse est reconnue et garantie par l'État, et elle est régulée et protégée par la loi. Et d'ailleurs, le Togo, depuis 2004, s'est doté d'un code de la presse exempt de peine privative de liberté pour les faits commis par des journalistes dans l'exercice de leur profession. Et les modifications apportées à ce code pour répondre à l'évolution du temps et au contexte lié à l'apparition des nouveaux médias ont permis d'aboutir à l'adoption et à l'entrée en vigueur en 2020 d'un code de la presse et de la communication
plus moderne, qui répond au mieux à la protection de la profession des journalistes et à la garantie des droits de tous les citoyens. Ce cadre législatif devait se traduire par un certain professionnalisme du métier, mais malheureusement, des dérives sont encore enregistrées. Et c'est l'occasion de préciser que la dépénalisation des délits de presse consacrée par la loi du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication admet des exceptions que le Code même a précisées. Ainsi, après avoir précisé qui a qualité de journaliste ou technicien de médias, le législateur du 7 janvier 2020 ajoute en ses articles 157 et 158 que tout journaliste, technicien ou auxiliaire de médias détenteur de la carte de presse qui a soit appelé à la haine interraciale ou interethnique, soit appelé la population à enfreindre les lois de la République ou encore appelé les forces armées et les forces de l'ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie est puni conformément aux dispositions du droit commun. En d'autres termes, en matière d'appel aux crimes et délits, ce sont les dispositions du nouveau code pénal qui s'appliquent, même lorsque l'auteur est journaliste ou autre professionnel des médias. Le même code de la presse dispose, en son article 156, que tout journaliste, technicien auxiliaire des médias, détenteur de la carte de presse, qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue par le code de la presse, est puni conformément aux dispositions du droit commun. C'est d'ailleurs pour cause que le législateur a pris soin de préciser dans sa définition du champ d'application de la loi relative au code de la presse que les réseaux sociaux sont exclus du champ d'application, lesquels sont soumis aux dispositions du droit commun, ne peuvent donc être reconnus comme organes de presse en ligne, les blogs, les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et j'en passe. Et il en est de même des services d'information et de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces sous quelque forme que ce soit. Vous comprenez donc pourquoi il arrive que des journalistes soient poursuivis et condamnés sur la base des dispositions du nouveau code pénal, tout simplement parce qu'ils ont utilisé des canaux autres que ceux connus dans l'exercice de leur métier de journaliste pour commettre des faits à eux reprochés. Quels sont les médias concernés par les dérives constatées? Fabrice Pechesi, président de l'OTM. C'est vrai qu'il y a eu des moments où certains médias classiques tels que la radio, la télé, surtout la presse écrite ont eu quand même à relayer de fausses informations prises sur la toile. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus les sites internet qui font dans ce qu'on appelle le copier-coller, le plagiat. C'est à ce niveau-là qu'on constate beaucoup plus ces dérives, notamment le fait de relayer les informations qui ne sont pas avérées ou alors le fait d'illustrer certaines informations avec des images qui ne cadrent pas avec les faits. Donc aujourd'hui, c'est très fréquent au niveau de la presse en ligne qui, il faut le dire, alimente parfois les autres médias puisque nous tous aujourd'hui, on a le réflexe avant de préparer son journal et tout cela, d'aller au moins voir qu'est-ce qui se passe sur Internet. Quoi qu'on dise, il y a parfois des alertes qui finissent par être avérées, confirmées, mais il y en a beaucoup aussi qui sont fausses. Donc c'est plus les sites Internet qui parfois induisent en erreur certains journaux médias classiques qu'on connaissait. La publication ou la diffusion de fausses informations est une infraction pénale. Quel message la HAC laisse à l'endroit des professionnels des médias? Badjiba Sababaka, rapporteur, président du comité multimédia et délivrance de la carte de presse. Ce que nous faisons à l'endroit des médias, c'est de leur dire justement de continuer à observer l'attitude professionnelle qui nous est prescrite par les textes devant toute information. Dès l'instant où nous savons que ces informations existent, qu'elles sont fausses ou qu'elles peuvent être fausses, lorsque nous l'avons, soyons prudents. Tentons de vérifier d'abord avant de publier. Vous avez des cas où un journal voit une information sur un autre journal, la reprend telle qu'elle, sans même que le journal qui a publié l'information soit au courant que vous vous reprenez, et balance parce que bon, j'ai vu ça, ça paraît intéressant, ça paraît un peu spectaculaire comme information, alors que vous n'avez pas vérifié. Lui, il peut publier une information qui est fausse.
Il peut la publier parce qu'il n'a pas vérifié. Il peut la publier aussi parce qu'il a choisi de la publier. Donc, à partir du moment où toute information que vous retrouvez, quel que soit le support sur lequel vous la retrouvez, il faut réfléchir, vérifier, et c'est cet appel-là que nous faisons chaque fois aux journalistes. Il faut vérifier. Et le code de déontologie nous dit, lorsque vous avez le moindre doute, abstenez-vous de publier. Dans le meilleur des cas, nous avons des formules dans la presse. Nous avons un certain nombre de temps que nous pouvons utiliser pour montrer que c'est des informations que nous donnons sur la pointe des pieds, comme on dit, par prudence, en nous engageant à poursuivre la recherche pour en être sûr. Les fake news sont une menace mondiale et il faut lutter contre le phénomène. Professeur Nyako Ali Pitalomani, enseignant titulaire d'anthropologie et de sociologie dans les universités du Togo. Je souhaite que les pouvoirs publics réellement fassent une étude sur ce phénomène pour identifier les sources, les canaux, le codage des informations fausses, des fake news. Parce que les fake news sont aujourd'hui en relation avec les réseaux sociaux numériques. Parce que c'est à partir des réseaux sociaux numériques que ces informations fausses sont produites. C'est aussi à partir des réseaux sociaux numériques que ces informations fausses arrivent au public. Donc il faut étudier le fonctionnement d'une situation de communication et il faut voir que ceux qui les produisent ne sont pas seulement des individus. Il y a même des États, il y a des gouvernements, il y a des organisations, presque il y a toutes les instances qui produisent. Maintenant, il faut que l'État se démarque des fausses informations pour comprendre vraiment le contexte qui favorise. Parce que ça peut partir aussi des luttes sociales, ça peut faire partie aussi des luttes politiques. Le droit du public à l'information est une obligation pour le journaliste de lui fournir de vraies informations. Madame, Monsieur, le temps imparti à l'émission est presque terminé. Nous reviendrons le mois prochain sur les autres aspects des fake news ou fausses informations. Rendez-vous donc le dernier samedi du mois sur Radio Lomé, la station du plaisir. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.